Ce matin, donc, sur notre réunion de groupe, on a été sur deux sujets essentiellement, sur la loi de travail. Sur cette loi, globalement, les choses se déroulent comme on le souhaite, à peu près. Je vais faire des pourcentages, mais en gros, à 80%, ça reprend les propositions de la PPL que nous avions déposée au nom du groupe, qu'on avait déposée avec Gérard Cherpuis en 2014. Donc voilà, les choses se passent dans le bon sens. Donc a priori, on est sous réserve de la fin des débats, donc on reste toujours prudent sur tout cela, attendons de voir la fin des textes. Mais on est plutôt dans un état d'esprit favorable pour voter la loi d'habilitation, en sachant qu'on sera bien évidemment très attentif à la loi de ratification, parce que c'est cela qui est important, et de regarder ordonnance par ordonnance que le gouvernement tient bien ses engagements, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un double langage, qu'il n'y ait pas un langage ici dans l'hémicycle, et puis qu'au moment de la rédaction, que la plume du stylo tremble ou écrive les choses dans le mauvais sens. C'est pour ça que, je pense notamment à un ou deux points précis, tout d'abord sur l'utilisation du référendum dans l'entreprise, c'est que c'est un point auquel on est très, très attaché. De la même façon que également sur les IRP, qu'ils soient là pas uniquement pour consultation, mais qu'ils soient bien partie prenante de la négociation et qu'ils aient aussi la capacité de signer des accords. Donc ça fait partie des points sur lesquels on sera vigilant. Et ensuite on regardera si il n'y a pas de bouleversement dans les jours qui viennent, on se prépare donc à voter pour la loi d'habilitation, mais en précisant bien que ça ne nous engage pas sur la loi de ratification. On regardera là, ordonnance par ordonnance, comment les choses se passent. Ensuite, deuxième sujet, celui du dérapage budgétaire et de l'insincérité du budget. Vous avez la commission des finances a convoqué M. Eckert pour s'expliquer sur le budget, M. Sapin aussi d'ailleurs, les deux. On est dans une situation, on a rarement connu à ce niveau de dérapage. Je vous rappelle qu'on avait alerté le Conseil constitutionnel à la fois sur le dérapage des comptes, mais sur l'insincérité budgétaire. Et que le Conseil constitutionnel nous avait répondu qu'en cas d'insincérité, il souhaitait qu'il puisse y avoir une loi de finances rectificative. Donc nous sommes clairement dans ce cas-là, puisque l'insincérité maintenant est confirmée par la ministre du Budget, si je l'ai bien entendu ou lu ce matin, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant sur la forme, c'est-à-dire que critique à l'égard de la presse, mais ce serait bien aussi qu'ils prennent le temps de s'adresser au Parlement avant de s'adresser aux médias. Il y a une commission des finances qui est là pour cela. Mais de toute façon, il fait le constat de l'insincérité du budget. Donc à partir de ce moment-là, il faut une loi de finances rectificative. On ne peut pas continuer sur un budget qui part ainsi à la dérive. Et d'ailleurs, on ne voit pas aujourd'hui où il retrouve les 4,5 milliards qu'il nous a annoncé de trous ce matin. On a bien compris qu'il y avait à peu près 1 milliard qui allait être supprimé sur le ministère de la Défense, qu'il y avait 500 millions qui allaient être supprimés sur le ministère de l'Intérieur. Donc, le cas sur les forces de sécurité, les forces de l'ordre, tout ce qui vise à assurer la sécurité des Français, c'est là qu'il y a apparemment 1,5 milliard de retirés. Ensuite, sur le reste, on évite de nous faire le coup des cabinets ministériels et des voitures, parce que si on arrive à vendre pour 3 milliards de voitures et de réduction de postes dans les cabinets ministériels, il va falloir expliquer comment ils étaient dotés auparavant. Tout cela demande un minima des explications, et surtout les explications, c'est une loi de finances rectificative, comme l'avait d'ailleurs souhaité le Conseil constitutionnel. Et puis, dernier point, le cafouillage entre les deux têtes de l'exécutif. Parce que là aussi, personne ne peut jouer de la surprise dans l'opération. J'imagine que le discours de politique générale du Premier ministre a fait l'objet d'une lecture et relecture à l'Élysée, puisque même maintenant, ils ont aussi, c'est une nouveauté, des conseillers communs. Donc,
j'ose espérer que l'information circule bien entre les deux. Et donc ce cafouillage au moment où à la fois il y a le constat de l'insincérité du budget et puis un budget 2018 qui s'annonce sous de mauvais auspices, hein, puisque on est à peu près à 20 milliards qu'il sera nécessaire de retrouver si on additionne le tout, puisque en gros, au-delà des 14 milliards qui étaient prévus, je vous rappelle qu'on est à peu près sur la taxe d'habitation, c'est environ 10 milliards d'euros. Donc si au lieu de démarrer en 19, ça démarre en 18 et en 3 fois, parce que je peux comprendre, c'est ça qui était annoncé, ça fait à peu près 3 milliards, à peu près autant sur la réforme de l'ISF, et puis on retrouve encore un ou deux milliards sur la taxation à 30% du capital. Donc voilà dans quel état d'esprit nous sommes. Donc très inquiets sur le budget, sur son insincérité et sur les déclarations du ministre du Budget, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que nous annoncer qu'il allait retrouver des 4,5 milliards uniquement en prenant sur la sécurité des Français pour une part, et le reste c'est sur les cabinets ministériels, sur les postes dans les cabinets ministériels, ça nous laisse assez pantois. Oui. Hier, pour la réentrée du Parlement, puisque c'était le premier contexte à l'ordre du jour, vous, premier groupe d'opposition, vous étiez moins nombreux que la France Insoumise et les communistes. Je voulais savoir pourquoi. On a fait un travail, écoutez, on se sérieux en commission. La France Insoumise est très dans l'opposition. Sur ce texte, nous l'avons annoncé dès le départ. On a relativement peu d'amendements, une douzaine d'amendements au nom du groupe. C'est un texte à ce stade où on est plutôt en phase sur la préparation sur le texte d'habilitation. Donc voilà, après on va voir comment vont se dérouler les choses dans les jours qui viennent. Mais disons qu'on n'est pas on est sur un texte où on se retrouve plutôt à ce stade, encore une fois, avec toutes les précautions que j'ai prises tout à l'heure. Donc vous serez simplement dans l'hémicycle quand vous êtes dans l'opposition, hein? En règle générale, on est plus mobilisé lorsqu'on dépose des amendements. Mais on va voir encore une fois dans les jours qui viennent. Et le travail en commission, on s'est plutôt bien passé de l'avis de tous nos collègues qui étaient tous présents en commission au moment de l'étude du texte. Vous parlez des points qui vous inquiètent. Est-ce qu'il y a des privatisations, des projets de privatisation? Moi, j'attends de voir le détail, parce que pour le moment, on n'a rien. Bon, j'ai plus grand respect pour le Parisien, mais à part la lecture du Parisien, on n'a aucune information. C'est ce que je disais, ce qui est quand même assez hallucinant comme méthode de travail de la part du ministre du Budget. Donc, nous allons voir, mais je ne vois pas comment, aujourd'hui, après avoir dénoncé l'insincérité, où on retrouve 4 milliards. Et cette insincérité, tout le monde la connaissait. On va voir. Moi, j'attends de voir. Je n'ai aucune information là-dessus. Peut-être que vous en avez. Non. À quel titre? Non, j'ai rien. Moi, j'attends de voir. Je reste dedans sur tout ça. Les déductions, c'est tout. Ouais. C'est bon? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du CDI de chantier ou du CDI de projet? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne formule. J'avais milité en son temps pour autre chose, qui était le contrat unique. Mais le CDI de projet est plutôt une bonne formule, parce que ça permet en fait de s'inscrire dans la durée d'un projet qui peut d'ailleurs être conduit. Donc c'est plus sécurisant pour le salarié que l'addition de CDD. Oui. Bonjour, je voudrais savoir si vous serez présent ce soir au bureau politique et ce que vous aurez comme message. Je n'ai pas de message, je serai bien sûr présent au bureau politique. On va voir en fonction des sujets traités, mais je pense que Bernard Accoyer a déjà vous dire, on vous dira ce soir. On verra à ce moment-là. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes pour l'exclusion? Moi, je suis pour la clarification. Il y a un moment, il faut clarifier les choses. On a
certains de nos collègues qui ont fait campagne pendant les législatives en appelant à ce que Emmanuel Macron ait une majorité. Certains ministres se sont déplacés sur le terrain pour aller faire campagne contre leurs anciens collègues, donc il faut clarifier tout ça. Et de fait, il faut arrêter les faux semblants. La réalité, c'est qu'ils ne sont plus dans notre famille politique. Maintenant, j'attends le débat et de toute façon, on aura une décision majoritaire et je mangerai la décision majoritaire. Mais sur le fond, je pense qu'on gagnera à clarifier tout ça. On ne va pas rester dans cette ambiguïté en permanence avec des gens qui écument les plateaux des chaînes télé en nous tapant dessus matin, midi et soir. Vous parlez des 6 là, ou de l'ensemble des constructifs? Non, je parle plutôt effectivement de ceux qui sont au gouvernement ou qui ont pris des responsabilités institutionnelles. On débat que ça ce soir, puis la décision qui sera prise sera un jour. Oui. Juste pour revenir sur un sujet un peu assemblé, où est-ce que vous en êtes par rapport aux vice-présidences à la question? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que vous réclamez toujours le départ de Thierry Solaire? Est-ce qu'il y a des contacts qui ont eu lieu à la fois avec François de Rugy ou avec Richard Ferrand sur ce sujet? Alors, moi j'ai eu l'occasion de le dire au président de l'Assemblée. Moi je souhaite, il est clair qu'on ne réintégrera pas le bureau dans ces conditions. Les droits de l'opposition, j'ai eu l'occasion de le dire, ont été méprisés et bafoués comme ils ne l'ont jamais été. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre Assemblée. Je rappelle qu'il y a toujours eu un questeur de l'opposition, mais l'opposition réelle. Là, on a quelqu'un qui se présente en se disant qu'il est de l'opposition, mais qui annonce qu'il vote la confiance, avant même d'ailleurs le discours de politique générale, et qui va voter tous les textes, et dont l'essentiel de ses revendications, c'est d'expliquer qu'il est le meilleur ami du Premier ministre. Les choses sont claires là-dessus. Donc, pour nous, pour réintégrer le bureau, il faut soit que Thierry Solaire démissionne, et s'il avait un peu d'orgueil et d'amour-propre, je pense qu'il en viendrait de lui-même à cette décision, mais comme je ne suis pas convaincu de cela, j'ai proposé au président de l'Assemblée de préciser le texte et en disant que ce poste revient au principal groupe d'opposition qui permettrait de régler les choses. Donc ça passait par une démission des deux questeurs LREM. Non, ça peut passer par une précision du règlement intérieur. Une fois que le règlement intérieur a été modifié, à ce moment-là, on refait une élection et on revient sur les bases qui ont toujours été celles qui existent dans cette maison, c'est-à-dire 2 postes pour la majorité, 1 poste pour l'opposition. Je rappelle que la questure, ce n'est pas un travail d'hôtellerie. La questure, c'est la gestion et le contrôle du budget de cette maison avec un budget de plus de 500 millions d'euros. C'est comme si dans un conseil municipal, vous interdisez, ou dans un conseil départemental, vous interdisez la commission d'appel d'offres aux représentants de l'opposition. C'est des choses qui ne sont jamais vues en matière de contrôle budgétaire. Et ça peut être très lourd de conséquences sur le fonctionnement de notre institution. C'est bon? Eh bien, merci.